12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. À quelques jours des vacances de la Toussaint, nous mettons ce midi sur la table critique un film pour les parents et un film pour les enfants que les adultes ne bouderont certainement pas. Le dernier film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, et un long métrage d'animation, Linda veut du poulet. Et on en parle ce midi avec Lucille Como. Bonjour. Bonjour. Les auditeurs de France Culture vous connaissent bien puisque vous êtes chroniqueuse, critique du regard culturel dans la matinale de France Culture. Bonjour à vous Thierry Chaise. Bonjour. Vous êtes journaliste, critique de cinéma, directeur de la rédaction du magazine Première. Bienvenue à tous les deux dans les Midis de Culture. Et nous commençons par l'événement, le 27e long métrage de Martin Scorsese qui sort aujourd'hui, Killers of the Flower Moon. Hankaji. Hein? Shomikasi Shekongshi Ajamin. Qu'est-ce que vous dites? Shomikasi. C'est ce que vous êtes. J'ai rien compris à tout ça, mais je parie que ça veut dire beau diable en indien. Au cœur du film, il y a donc... Eh oui, ça c'est la version française qui fait rire, évidemment nos critiques. Au cœur du film, il y a donc cette histoire d'amour entre Ernest Burkhardt et Molly Kyle, joués respectivement par Leonardo DiCaprio et Lily Gladstone. Ernest est le neveu d'un riche fermier, joué par Robert De Niro, qui le pousse à épouser Molly, membre de la tribu amérindienne des Osages. Ce mariage, c'est un plan machiavélique, manigancé par cet oncle sans scrupules, car ce peuple est devenu immensément riche au début du XXe siècle, après la découverte de gisements de pétrole sous la terre où le gouvernement américain les a déplacés de force. Les escrocs, les assassins vont donc tout faire pour mettre la main sur cette fortune. Débute alors une série de meurtres mystérieux. Thierry Chaise, qu'avez-vous pensé de ce film de 3h26, inspiré d'une histoire vraie et du livre de David Grann? J'ai adoré. Et pourtant, j'y allais très inquiet, parce que moi, je dois avouer que le dernier film de Martin Scorsese, The Irishman, qui était déjà d'une durée confortable, m'avait ennuyé au possible. C'était sur Netflix, c'est pas sur un écran. Et que j'avais lu le livre de David Grann et que je me demandais bien comment on allait pouvoir tenir ce livre en seulement 3h30. Donc j'ai été pris entre deux mouvements contradictoires et j'ai trouvé ça absolument... J'ai trouvé que Scorsese revenait à un cinéma qu'il faisait il y a des années. Il retrouvait une force absolument incroyable, peut-être nourrie de son cœur et de son poumon, que sont De Niro et DiCaprio pour une fois ensemble, et qu'il fait des choix d'adaptation, qui fait que oui, ça tient bien en 3h30, et oui, c'est bien un film de Scorsese. Donc pour ces deux raisons-là, je me suis régalé. Lucille, comment, avant d'entrer dans le détail, vous aussi, vous avez aimé? Oui, j'ai aimé le film. En revanche, j'ai beaucoup senti la longueur, comme j'ai senti la longueur de The Irishman. Et je suis très ambivalente vis-à-vis de cette longueur-là. C'est-à-dire que je pense qu'on s'ennuie. Je pense que c'est fait exprès. Et je pense qu'on a besoin de s'ennuyer pour comprendre quelque chose à cette histoire, qui est en effet l'histoire, mais d'une cruauté immense, d'une entreprise génocidaire qui commence bien avant cette série de meurtres, puisque quand on est dans les années 20, et en fait, quand les Blancs arrivent sur ce territoire, ils mettent en place, avant même de les tuer, littéralement, des tas de manières de les assujettir, cette communauté Osage, et notamment la mise sous tutelle, qui est vraiment une entreprise capitaliste de mise sous cloche de tout un peuple et de dépossession de ses moyens de tout un peuple, mais aussi ils deviennent très vite alcooliques, cette communauté diabétique, etc. Donc il y a vraiment une espèce de mise sous emprise d'une communauté entière, et on a probablement besoin de 3h20 pour comprendre ce mécanisme collectif-là. Après, on va en parler, mais il y a les personnages à l'intérieur de la communauté, mais en tout cas, c'est nécessaire, quoi. C'est la première fois que Martin Scorsese s'essaie au western. Est-ce que véritablement c'est un western? Comment on décrit ce film à quelqu'un qui ne connaîtrait ni ce pan de l'histoire américaine, ni peut-être d'ailleurs ce qu'a fait Martin Scorsese avant? Thierry Chaise. Il y a du western, il y a un film noir, il y a un aspect documentaire. Et il y a un film de mafieux, en fait, parce que c'est ça, il arrive à en faire finalement un film de mafieux que n'était pas forcément ça, mais lui, il le ramène à lui. Donc, en fait, comme moi, je me suis pas ennuyé parce que dans ces 3h26, il y a tous ces films-là. Mais c'est quoi, une heure, western, film noir, film mélodramatique? Alors, ça commence par il y a un peu ça, mais c'est vrai qu'en tous les cas, ça commence plutôt par un aspect presque documentaire. Et c'est vrai que, alors peut-être pour les Américains, c'est différent, mais pour nous, Français, qui ne connaissons pas forcément cette communauté, cette période de l'histoire des États-Unis, s'il n'y avait pas cette partie, cette première introduction,
on serait totalement perdu et ça n'aurait plus aucun sens. C'est une introduction pour expliquer où il plante le décor. Voilà. Il nous raconte... En fait, le début, c'est un personnage qui arrive par le train. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment très, très classique du western. En plus, c'est un personnage qui est interprété par Leonardo DiCaprio, qui est l'idiot de l'histoire. C'est-à-dire que quand il arrive, il est comme nous, il sait absolument pas ce qui se passe. Il va rencontrer cet oncle-là. Et on sait qu'il va avoir un rôle à jouer, mais lui ne sait pas ce qui va se passer. Ce qui est très étonnant, et ce qui change, ce qui modifie énormément le rapport du film au genre, c'est qu'il va rester idiot, ce personnage. C'est un personnage qui, du début à la fin, ne maîtrise absolument pas ce qui lui arrive, ce qui est à peu près l'inverse du blanc, entre guillemets, dans la grande forme du western. Donc, en fait, le western, il arrête pas de muter. C'est pas exactement, comme vous le disiez, Géraldine, en bloc. Il est plus subtil que ça, quand même, Scorsese. Ouais, il est plus subtil et pas subtil. C'est-à-dire que, par exemple, son grand mécanisme à lui, qui est le pacte faustien, qu'il instaure là entre Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, et qui existe déjà dans Gangs of New York, toujours entre deux personnages masculins, quoi, globalement. Là, il l'instaure dès le début, comme une forme aussi un peu de manière pédagogique, et ça lui permet de rentrer dans son système mafieux, qui va développer jusqu'à ce que ça devienne finalement un film d'enquête. C'est très drôle, ça, d'ailleurs. Je me souviens, on était très surpris à Cannes, Thierry, de constater que le premier enquêteur qui débarque arrive, je sais pas, 1 heure avant la fin seulement. Donc, il y a des espèces de mutations. Moi, je trouve que ce qui est le plus intéressant, c'est la mutation vers le genre du film de terreur. C'est-à-dire que on est de moins en moins à l'extérieur, on est de plus en plus à l'intérieur et dans la maladie du personnage dont on va peut-être reparler parce que c'est le personnage le plus important du film, qui est le personnage de cette indienne qui s'appelle Molly et qui est rendue malade, bon je vais pas tout développer, mais rendue malade au fur et à mesure, et on est de plus en plus dans la chambre avec elle et dans un fonctionnement de la mise en scène qui est en fait comme dans un film d'horreur, c'est-à-dire que elle a peur des autres, elle arrête pas de se demander s'ils sont vrais, est-ce que vous êtes vrai, elle demande tout le temps à ça aux autres autour d'elle. Et en fait, on se pose de la même manière la question, est-ce que tous ces personnages sont réels? Est-ce que ce sont des clowns? Est-ce que ce sont des clowns terrifiants? Enfin, il y a vraiment un truc du film d'horreur qui est, je pense, le plus passionnant du film. Allez-y Thierry. Et avec DiCaprio, qui, puisqu'il joue l'idiot du début à la fin, fait vraiment le clown parfait. Ouais. Et donc... Effrayant. On a parlé de la mafia, évidemment, le roi de la mafia dans ce film, comme dans beaucoup de films de Scorsese, c'est Robert De Niro, qui joue ce rôle de parrain. Comment on décrit ce personnage? Il essaie d'apparaître comme un homme de foi, un homme bon qui s'intéresse à cette tribu amérindienne et qui, évidemment, en sous-main, met en place ce projet machiavélique de marier donc son neveu, Leonardo DiCaprio, à cette amérindienne, Molly. C'est le parfait Machiavel. Évidemment, c'est le parfait Machiavel. On lui donne pas vraiment le bon Dieu sans confession. On lui donnerait plutôt le diable sans confession dès le départ. Mais c'est vrai qu'il est souriant. Il fait celui qui aide. Voilà, c'est vraiment, il aide cette communauté. Il les aime tellement qu'en fait, qu'il voudrait qu'ils soient blancs quasiment. Et donc, c'est pour eux qu'il fait ce rapprochement. Et c'est ça qui est vraiment horrible. Et c'est en ça que c'est un personnage d'autant plus terrifiant, parce qu'on se dit qui va arriver à déboulonner cette statue. Certainement pas son neveu qui est idiot et qui est complètement lancé. Et il y a cette femme en face qui, malgré sa faiblesse, on se dit voilà, c'est peut-être de cette femme malade et faible que viendra Et c'est en ça que c'est intéressant, parce que Scorsese, qui est toujours quand même un cinéma très masculin, et c'est rare que il y a bien Sharon Stone dans Casino, mais enfin, c'est pas le premier rôle. Non. Pas là, du tout. Pour une fois, le personnage féminin tient un rôle central dans cette histoire. Vous êtes d'accord, Lucille Como? Lily Gladstone, elle vous a surprise? Ouais, alors moi je l'avais déjà vue dans un film de Kelly Reichardt où elle était déjà très impressionnante, mais bon là c'est son premier grand rôle qui la dévoile. Et en fait c'est très intéressant ce que vous disiez sur De Niro. Il y a vraiment une comparaison très importante entre les deux qui tient à la manière dont la peau est filmée. C'est-à-dire que De Niro, il est filmé comme un pantin, c'est-à-dire qu'il est vraiment cireux, c'est hyper exagéré. Il est De Niro en fait, c'est De Niro dans un film de Scorsese avec toutes les caractéristiques diaboliques qui peuvent entourer son Là, on n'est pas surpris. C'est même pas il n'y a pas de psychologie en fait. C'est un clown triste, c'est un clown, enfin pas triste, c'est un clown terrifiant. Alors que elle a la peau d'une espèce de brillance absolue. Elle est magnifique. Elle parle très lentement, elle a quelque chose de solaire, mais qui est vraiment filmé comme tel par Scorsese, et elle incarne l'humanité tout du long. Et c'est assez marrant, parce qu'en fait, c'est comme si le cinéma hollywoodien, le vieux cinéma hollywoodien, donc celui des De Niro, celui de DiCaprio, parce que bon, bah maintenant, ça y est, il fait partie du cinéma hollywoodien, ça ne rajeunit pas, était regardé par une toute nouvelle, une actrice qu'on connaît pas, un personnage qui
qui d'habitude n'a pas son importance, n'a pas son mot à dire dans le grand genre du western. Et c'est vraiment ça que Scorsese veut faire. C'est vraiment un nouvel Hollywood, une possibilité d'un nouvel Hollywood qui regarde le vieux, quoi. On parlait de l'adaptation tout à l'heure, Thierry Chess. D'ailleurs, ça lui a posé des questions à Martin Scorsese. Comment est arrivé ce personnage féminin? C'est parce qu'à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il racontait l'histoire simplement du côté des Blancs, en fait. Exactement. Et c'est pour ça aussi que le personnage, par exemple, du détective, qui a une très grande place dans le roman, disparaît, alors que c'est presque un film à lui-même, ce détective. Et on sent bien dans les passages qu'il a. En plus, c'est Jesse Plemons qui le joue, qui est vraiment formidable. Mais c'est en effet... c'est une fois encore une adaptation, c'est ça, c'est en partie une trahison et en même temps c'est être à la source de pourquoi David Grann a dû faire ce roman. Et c'est ce qui fonctionne, c'est-à-dire que c'était la vraie révélation en effet à tout point de vue du Festival de Cannes de ce point de vue-là, Lily Gladstone. Mais qu'est-ce qu'il veut dire Scorsese en fait? Est-ce que c'est une manière, parce que là on parle du nouvel âge hollywoodien, la manière dont jouent ces acteurs, définissent un trio, on n'est pas que du côté des Blancs, mais est-ce que Scorsese en fait il a une idée presque historique, c'est-à-dire de dévoiler un pan de l'histoire des États-Unis qui à nous est inconnu, mais en fait aux États-Unis et dans le déni est un point aveugle, Lucille. Moi je pense que oui, et je pense que même au-delà de ça, il veut prendre, je vais pas tout révéler du film, mais il y a une scène à la fin où il intervient en temps presque que Scorsese, et en fait je pense qu'il veut dire quelque chose aussi sur son cinéma à lui, et qui ressemble un peu à un mea culpa, parce que c'est-à-dire d'avoir fait réitérer des stéréotypes, des exactement, clichés. C'est-à-dire que le système d'oppression qu'il montre, qui est un système d'oppression racialisé et genré, qui est le système du western, en fait, il en prend sa part de responsabilité aussi comme cinéaste. Et il montre que le cinéma hollywoodien aussi, en fait, dans le fond, est un système d'oppression envers les Indiens, envers les femmes, etc. Et il y a une forme de... Alors, moi, ce qui me laisse un peu sur ma faim, entre guillemets, avec cette fin assez spectaculaire, quand même, qui met en abîme toute cette histoire-là, c'est... Est-ce que c'est cynique? Est-ce que là, ce qu'il est en train de nous dire, c'est « Ah bah oui, mais moi, je peux montrer l'oppression dans le cinéma et hop, j'enveloppe ça dans 3h26 et ça y est, puis c'est fini !» Puisque de toute façon, voilà, il est sur la fin, Scorsese. Ou alors, est-ce que c'est vraiment l'ouverture à la faille avec ce personnage qui reste, parce que c'est vraiment lui qui nous reste en tête? Je me pose beaucoup de questions sur le fond de l'intention politique. Exactement. Mais ça, je pense que c'est un peu difficile à vraiment dire. Thierry Chess, vous avez des réponses? Moi, je pense qu'on aura des réponses dans les films suivants, parce qu'il a encore 12, comme toujours, il a 48 projets. C'est-à-dire que dès que David Grann sort un bouquin, maintenant, il prend les droits. Donc, on aura peut-être la réponse, c'est sûr. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir Scorsese. Quand il tourne aux États-Unis, souvent, c'est quand même New York. Il est rarement sorti de New York. C'était les premiers films d'Umberto Boxcar. Ça, c'était le Sud. C'était évidemment Las Vegas pour Casino. Mais je pense qu'il y a le déplacement de ce regard-là, historique et géographique aussi. Et c'est pour ça que moi, j'y vois plutôt, alors peut-être parce que je suis un peu naïf, mais le côté plus mea culpa que le côté cynique. Dans l'air du temps, c'est bien... c'est pas mal si je dénonçais. Je pense que là où il en est arrivé... Il a même pas besoin de faire ça. Je pense que c'est plus sincère du coup. Il a d'ailleurs tourné en Oklahoma avec la participation de certains membres de cette nation et tribu amérindienne. Un mot sur l'image peut-être aussi et sur ce qu'on connaît de Martin Scorsese, ses longs plans séquences, ses très beaux plans. Est-ce que ça aussi on le retrouve dans ce film, Lucie Como? Ou est-ce qu'il a lui évolué même sur la lumière, sur la façon de montrer la violence? Non, pas tellement. Ça, c'est vraiment du gros Scorsese. Très précisément aussi parce que c'est pas un vrai western où il n'y a pas tant d'extérieur que ça. Donc la première image surprend parce que cette arrivée de train, en effet, avec la vapeur et les extérieurs, c'est pas très scorsésien. Et puis en fait, très vite, on est dans des lieux clos, on est dans des bars, des lieux de la masculinité. Enfin, donc oui, on reconnaît l'image de Scorsese. Moi, j'avoue que je la trouve vieillissante et que je pense que dans mon ennui, il y a de ça aussi. Il y a cette espèce de déploiement de choses qui étaient spectaculaires avant. Je me souviens de Gangs of New York vu au cinéma. Alors, je sais plus quand c'était, mais je devais être assez jeune. Ouais, voilà. Qui m'avait beaucoup, beaucoup impressionné parce que j'avais l'impression de prendre des leçons de mise en scène à chaque séquence. Là, je vois peut-être un peu plus les ficelles et bon, peut-être que de ce point de vue, c'est peut-être là aussi que se loge une part de mon ennui. C'est que j'en ai peut-être un peu marre de ça. Thierry Chess, pour conclure, il y a un renouvellement tout de même ou vous êtes d'accord avec Lucie? Non, mais du coup, il y a presque la tristesse qui est du récit va avec ça. Il y a un côté, quand il dit, à Cannes, il a commencé en disant « le temps m'est compté », juste avant la présentation. Le film raconte ça. Oui, mais il le fait exprès. Il y a 80 ans. C'est tellement parfait de dire ça avant de montrer ça. Oui. Il est trop fort. Il est trop fort. Et il a un peu raison quand même. Mais oui, bien sûr. Expecting a miracle to make all this go away. You know they don't happen anymore.
Voilà pour le petit bout de VO, c'est mieux en Super. VO. Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese est en salle aujourd'hui avec Robert De Niro, Leonardo DiCaprio et la fabuleuse Lily Gladstone. Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Et maintenant, le film d'animation Linda veut du poulet de Chiara Malta et Sébastien Lodenbach. Souvenez-vous les enfants, demain c'est grève, hein. Oh, il est joli ton béret. Ah oui, il te plaît? C'est ma mère qui me l'a acheté. Ah, moi j'adore le jaune. C'est vraiment ma couleur préférée. Il est trop chouette. Ma mère, elle voudra jamais m'en acheter. Elle dit non à tout. Ah bon? Tu l'as acheté où? Comme pour son titre qui est simple, Linda veut du poulet, on pourrait penser que l'intrigue l'est tout autant, mais ce film d'animation réalisé par Chiara Malta et Sébastien Lodenbach nous fait entrer dans un univers qui est bien plus complexe. Paulette est une mère célibataire et élève donc seule sa fille Linda. Par erreur, elle va punir cette Linda qu'elle soupçonne d'avoir échangé cette bague qu'elle aime tant contre le béret de cette copine d'école qu'on a entendue il y a quelques instants. Pour se faire pardonner cette punition indue, Paulette va donc promettre à sa fille de lui préparer le fameux poulet au poivron. Une mission devenue quasi impossible alors que le pays, on l'a entendu, est à l'arrêt, grève générale, et c'est le début d'une cavalcade étonnante, drôle et touchante. Lucille Como, comme moi, avez-vous été émue? Oui, j'ai été émue. Après, vous savez très bien ce que je pense de ça. C'est-à-dire que quand je suis trop émue, je me dis toujours ah non, alors il doit y avoir un truc. Elle n'aime pas être émue. Non, en fait, c'est quand vous avez présenté le film en introduction tout à l'heure, vous avez dit que c'était un film qui pouvait à la fois plaire aux enfants et aux adultes. Et en fait, c'est toujours le problème avec ces films d'animation-là, qui en effet veulent plaire à tout le monde. Je pense que ça fonctionne, mais qui du coup sont obligés de faire des concessions un petit peu dans tous les sens. C'est des concessions que peut-être en tant que critique particulièrement, on arrive à voir, on les situe toujours un petit peu. Alors c'est à plein d'endroits, hein, la couleur, la musique, on en reparlera après. Voilà, et qui peuvent agacer en fait, qui peuvent un tout petit peu agacer. Vous trouvez que c'est facile ? Non, je trouve pas du tout que c'est facile. Ah non, au contraire, je pense que c'est difficile et je pense que c'est très bien fait. C'est presque trop bien fait. C'est-à-dire que des fois, il y a des petites cases, un peu cochées par les réalisateurs, mais qui font ça très bien. Moi, je trouve le film en effet très émouvant. Ils sont vraiment dans la veine de des grands films d'animation, c'est-à-dire ceux qui y arrivent, quoi. Ceux qui s'intéressent vraiment aux sensations et aux émotions des enfants sans les simplifier. J'ai beaucoup pensé à des films de Pixar, notamment au début, avec cette manière de mettre en scène des petites gommettes, des petites couleurs pour signifier des petits souvenirs ou alors des grandes émotions de manière un peu symbolisante. J'ai pensé à Vice Versa, par exemple, qui est à mon avis un très 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 grand film, un film de Pixar, où une petite fille, on rentre dans sa psyché en fait. Donc on a accès à ces émotions qui sont personnifiées par des petits personnages qui sont aussi un peu des petites taches de couleur. Donc je trouve ça extrêmement intelligent tout le temps. Je trouve qu'on s'attache profondément à ces personnages-là. Ça passe par la voix, on reparlera probablement des doublages qui sont géniaux. J'ai vraiment des problèmes avec certains petits trucs, notamment avec la musique, avec cette manière de mettre... La musique, il y a 3 ou 2, je crois, chansons. Comme dans La Reine des Neiges. Alors là, pour le coup, musicaux. les vraies chansons, chaque personnage a sa chanson, comme dans les Disney, on sent qu'ils jouent avec ça. Bon, moi, ça m'a un peu bloqué, mais voilà. L'intrigue de départ. Mais non, c'est vraiment... C'est un très beau film. L'intrigue de départ donc s'installe tranquillement et puis d'un coup, c'est vrai, il y a cet énorme coup d'accélération et cette cavalcade du poulet pour trouver ce poulet que n'arrive pas à trouver la maman de Linda. Thierry Chess, vous êtes parti dans cette cavalcade, dans ce monde de couleurs aussi, et vous vous êtes laissé transporter? Moi, je peux le revoir chaque jour. Mais ça m'étonne pas, Thierry. C'est pas trop parfait. Mais moi, je l'ai regardé 2 fois. Non, mais pas trop parfait. Peut-être, mais enfin, je veux dire, si on en est là. Je veux dire, mais on en est là. On voit c'est 14 bien, films par semaine. Et à un moment. Non, mais moi, j'ai été. J'ai du mal toujours à comprendre comment on arrive à faire ça. C'est-à-dire comment on arrive déjà à ce que la cavalcade du récit. À la fois tienne avec une bonne idée, c'est de pas chercher à faire 1h40, mais de faire 1h14, et voilà, donc pas tirer la ligne, et d'adapter cette cavalcade à ce qui se passe en termes d'animation, à ce jeu avec les couleurs. Parce qu'une fois qu'on dit, ah bah tiens, chaque personnage va avoir sa couleur, bon, super. Sauf qu'est-ce qu'on en fait après, au moment où les souvenirs arrivent, et où les couleurs se mélangent, et où d'un seul coup, ce qui se passe à l'écran correspond à ce que vivent les personnages. Comment arriver à faire un film qui est quand même
au départ profondément triste, qui parle d'une histoire de deuil, et vraiment la petite fille qui n'arrive pas à se souvenir de son père. Bon, on peut avoir un cœur de pierre, mais ceux qui là ne pleureront pas. Il va falloir consulter à un moment, je pense. Et donc ça, allez, sans tomber. D'habitude, c'est Antoine Guillot, donc maintenant c'est moi. Bon, bah, ok, allez. Et sans tomber dans une mièvrerie pure, enfin, sans quelque chose d'ultra sucré. C'est très compliqué. Il y a du sucre, évidemment, hein. Il y en a un peu, mais moi, ça ne me gêne pas qu'il y en ait tellement. Il y a un enthousiasme, en fait. Moi, là, pour le coup, je vois pas de cynisme en eux. Je vois un geste profondément artistique, joyeux et émouvant. On sait dès le début de ce film que, effectivement, le papa est mort et que Linda cherche ce souvenir. Et ce souvenir passe par cette saveur, ce goût, cette recette du poulet au poivron. Il y a ce dialogue qui est magnifique entre la maman et la fille. Linda demande à sa mère si on est dans le noir quand on est mort. Et sa mère ne sait pas, mais son papa, lui, sait, car effectivement, il est mort. Est-ce qu'il a peur dans le noir? Et là, elle la renvoie effectivement à sa naissance. Toi aussi, tu étais dans le noir quand tu étais dans mon ventre. Et cette question qui est folle, moi, qui m'a scotché, est-ce que ça a existé quand on s'en souvient pas? Oui, c'est très beau. En plus, ce passage-là, il suit ou alors il précède une chanson qui est peut-être justement la chanson que je préfère dans le film, qui est vraiment très noire, profondément noire. Déjà, ça se passe la nuit, c'est-à-dire qu'on regarde des petites taches qui sont dans des lits, mais tout est complètement noir autour. C'est très beau et c'est très angoissant parce que c'est une chanson sur les parents et sur les parents qui, quand les enfants les réveillent la nuit, ils sont crevés, ils en ont marre. Et quand ils arrêtent de les réveiller la nuit, il y a un truc qui est presque une forme de morbidité qui s'installe parce que du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que les enfants n'existent plus? Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont plus besoin d'eux? C'est vraiment très intelligent, en fait. C'était pas du tout ça que je remettais en cause, parce que c'est vraiment très intelligent, c'est très sensible et c'est très beau. En fait, c'est plus que dès qu'on est justement dans le sucre, comme vous le disiez, hop, il y a une petite pincée de sel qui est mise pile au bon moment. C'est-à-dire que dès qu'on tombe dans trop de mignonnerie, moi je dirais plus que mièvrerie, parce que c'est vraiment ça à mon avis, c'est mignon, on met du noir, on accentue un trait, y a une petite crise de désespoir du côté adulte parce qu'il faut quand même qu'en effet ça plaise aux adultes, ou alors à l'inverse, dès que c'est trop dur, il y a par exemple un personnage qui est quand même assez inquiétant, qui est un tout petit garçon, donc qui est beaucoup plus petit que les autres, qui est le petit frère d'une des amies de Linda, et il se perd, c'est super inquiétant quand même, il y avait un moment où il est plus dans sa poussette, on sait plus où il est, et il y a 5 minutes de grande angoisse quand même, parce que c'est un gamin, il est perdu dans une espèce de quartier avec des hautes tours, il y a des gros chiens qui rôdent, et en fait ça dure pas, c'est-à-dire que ça dure pile le temps nécessaire pour que se crée un petit effet d'étrangeté. Et ça, c'est à la fois une des grandes réussites du film, je ne dis pas le contraire, et en même temps, on finit par beaucoup le voir, je trouve. Et les enfants, ils en pensent quoi, à votre avis, de ce genre de film? Moi, j'ai vu avec ma fille. Alors, j'ai une petite fille, voilà, elle a 6 ans. J'ai vu la fin avec elle, pour être plus exacte, et elle comprenait à peu près tout. Je pense que ça fonctionne, en fait. Je pense que ça plaît pas qu'aux adultes, justement. Mais non, c'est ce que je me posais, moi. Non, je pense pas, parce que la petite fille, elle est quand même suffisamment vive et enfantine, c'est une vraie enfant. C'est-à-dire qu'il y a pas de jeu, c'est pas artificiel de ce point de vue-là. Il y a pas création par les adultes d'un personnage d'enfant. Il y a un vrai investissement de la figure enfantine, donc l'identification fonctionne, et donc évidemment pour les gamins, ça de ce point de vue-là, ça marche. Pour les adultes, est-ce qu'il y a aussi, et vous l'avez vu comme moi, un aspect un peu social sur cette petite cité populaire, un jour de grève avec cette famille monoparentale? C'est un peu bon. Ah oui, voilà, on vous entend crier Macron démission, on entend de l'argent, on veut de l'argent. Mais oui, il y a ça, et dans cette idée aussi que malgré tout, on peut s'en sortir si on est ensemble, ce qui est une vision peut-être très optimiste par rapport à ce qu'on vit actuellement, mais il y a cette vision-là, oui, et je pense que c'est leur volonté de l'inscrire dans quelque chose d'aujourd'hui, de ne pas en faire quelque chose de complètement hors sol et déconnecté. Lucille ? Et là, c'est là où ils sont forts aussi, parce que le contemporain, il est très bizarre. C'est-à-dire qu'il y a des smartphones, par exemple. Donc ça ancre évidemment la fiction dans notre contemporain. Mais il y a plein d'éléments d'étrangeté. Par exemple, quand la grève est annoncée, les archives qu'on entend, qui sont des vraies archives, on dirait que c'est les années 70 ou peut-être 95. Mais il y a un truc vraiment de vieille voix. Et puis par ailleurs, il y a quand même ces policiers, donc, qui sont un élément aussi du contemporain, puisqu'ils débarquent, parce qu'à un moment, il y a une espèce d'émeute dans le quartier. Et en fait, ils sont habillés
en un peu De Funès. Oui, c'est ça, c'est un peu le gendarme de Saint-Tropez. Voilà, donc ils ont des capes, par exemple. Donc il y a des éléments toujours bien placés voilà, pour faire dériver un peu le truc, pour pas se prendre les pieds dans le gros film à sujet. Donc c'est malin, c'est vraiment très malin. C'est trop malin. Moi, je trouve ça un peu trop malin, mais bon, si vous voulez, je peux dire juste, c'est très malin. On a parlé des intermèdes musicaux tout à l'heure, le travail du son aussi et du doublage très important. Je cite Linda, c'est Méline Leclerc, Paulette, c'est Clotilde Esme et Astrid, c'est la sœur de Paulette, c'est Laetitia Doche, Esteban pour le policier. Qu'est-ce qui vous a tant plu dans cette façon de jouer? En fait, ils ont joué. C'est-à-dire que avant qu'il y ait l'animation, ils ont vraiment joué leur personnage. Et c'est à partir de là que c'est construit tout le reste. Et moi, je ne savais pas avant de voir le film, mais ça change forcément les choses. Là, et Dieu sait que des acteurs de doublage peuvent être absolument géniaux, ça n'enlève rien à leur qualité. Mais pour ce film-là, pour ce qu'il y a à jouer, il fallait vraiment pour moi cette interprétation-là. Et je trouve que Laetitia Doche, Clotilde M, ça fonctionne. Et en fait, ça marche aussi pour ça. Et je pense que la modalité, ce qui fait pourquoi j'adhère, c'est aussi parce que c'est vraiment bien joué à l'oreille. C'est pas juste beau, marrant et émouvant. Il y a une qualité sonore incroyable. Oui, une qualité qui est aussi musicale pour le coup, parce qu'ils ont vraiment choisi des comédiens qui ont un grain très singulier. On les reconnaît, si on les connaît un petit peu, ces deux actrices, Clotilde M et surtout Laetitia Doche. C'est-à-dire que vraiment, il y a quelque chose, une chaleur, vraiment, pour le coup, c'est peut-être ça le plus émouvant, très profonde dans leur voix, qui les rend... c'est ça qui les rend les plus humaines. Et bravo aussi à la jeune fille, j'imagine qu'elle est jeune, parce que c'est pas simple. C'est comme faire jouer des enfants, bon, c'est toujours compliqué. Incroyable. Et là, vraiment, je trouve que c'est assez incroyable ce qu'ils ont réussi à faire avec. C'est vrai que les voix d'enfants, c'est compliqué parce que parfois on a du mal à y croire. Ah non, mais c'est... Et là, parce c'est que parfait. souvent, c'est joué par des gens qui sont beaucoup plus vieux que les personnages. Là, c'est pas le cas, je pense. C'est dans les salles aujourd'hui. Linda veut du poulet de Chiara Malta et Sébastien Lodenbach, avec les voix donc de Clotilde M, Laetitia Doche, Esteban, film récompensé au dernier Festival international du film d'Annecy, film d'animation, bien sûr. On vous met toutes les références sur le site de France Culture à la page de l'émission. Merci à tous les deux. Lucille Como, on vous retrouve tous les matins à 8h55 chez Guillaume Erner dans les matins de France Culture. Et Thierry Chaise, on vous lit dans le magazine Première. À très bientôt. Merci. Table critique à réécouter comme toutes les autres sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France.